Bonjour et bienvenue à cette conférence sur la e-construction. Alors la e-construction ou le BIM, encore un acronyme barbare pour certaines personnes, mais nos invités vont nous l'expliquer. Je vais commencer par les présenter. Tout d'abord Vincent Richer, vous êtes directeur de la COC. Pourriez-vous nous présenter un petit peu la COC et vos fonctions au sein de cette structure? Alors la COC est la vitrine du numérique d'Aix-Marseille French Tech. Il y a 4 partenaires, Medinsoft, Aix-Marseille French Tech, ConnectWave qui gère tout ce qui est objets connectés, et Euroméditerranée. On est en plein cœur d'Euroméditerranée. En un an, on a organisé plus de 280 événements et on a reçu plus de 10 000 personnes. Et notre rôle est de mettre en avant tout ce qui se passe, incubateur, accélérateur, start-up. Et on a 2 sujets permanents, contenu permanent, qui sont les objets connectés et le BIM. D'accord, merci. À vos côtés, Candice Assine, vous êtes cofondatrice de la société DB Lab. Pourriez-vous nous expliquer ce que fait DB Lab et quelle est votre structure exactement? Oui, bonjour. DB Lab en fait est une société qui réalise des solutions web pour le suivi de production BIM. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant et on expliquera ça par la suite. Un peu plus tard. À votre côté, Benjamin Blanchemin, donc vous êtes développeur BIM chez NG Axima. Pouvez-vous m'expliquer déjà ce qu'est NG Axima, enfin Axima au sein de NG, et je crois que vous vous occupez d'une structure à l'intérieur du groupe. Donc voilà, qu'est-ce que cette structure et qu'est-ce que ça apporte? Okay. Donc NG Axima, c'est une société du groupe NG. 3 cœurs de métiers principaux, donc les travaux et la maintenance en génie climatique, sécurité incendie et froid industriel. Et on travaille sur tout type d'ouvrage, que ce soit du tertiaire, de l'industriel, des bateaux, des stades de foot, il n'y a pas de restriction. Et au sein d'NG Axima, il y a une structure qui est exclusivement dédiée au BIM, qui s'appelle la BIM Factory, dont je fais partie. Et on présente tout un tas de services associés au BIM, donc pour la construction numérique. D'accord, merci. Ensuite, nous avons Caroline Nana, qui est responsable technique chez Constructa, et à ses côtés son collaborateur, le directeur technique de Constructa. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? Expliquez-nous ce que fait Constructa et vos fonctions respectives au sein de cette entreprise. Je préciserai quand même que c'est mon directeur, plus que collaborateur. Mais... Oui. Alors, Constructa, c'est un promoteur immobilier assez ancré, dont le siège se situe à Marseille. Pour vous citer des objets qui vous parleront, Constructa a réalisé et remis en route les docks, notamment la tour à côté de la CMA CGM, donc la tour La Marseillaise. Vous avez donc le directeur technique qui l'a piloté, conçu et réalisé à ma gauche. Tout ça. Et donc on s'occupe de faire sortir de terre des bâtiments, de les concevoir avec nos clients, et pour ma part j'ai accompagné donc la société Jaguar Network sur le projet Quanta à Marseille, et sur lequel on a pas mal travaillé du BIM. Je laisserai la main à Grégoire pour la suite. Donc c'est Jean Nouvel qui a conçu la tour La Marseillaise, c'est pas moi. Donc effectivement on est une société de services immobiliers, on est à peu près 200, il y a 3 entités. Il y a un groupe qui fait de la promotion immobilière traditionnelle, des logements, des bureaux, des hôtels. Il y a une structure qui fait de l'asset management, gestion d'actifs immobiliers, principalement basée à Paris. Et ensuite, une structure qui fait de la vente de logements. Voilà, on est à peu près 200, on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et effectivement, on s'intéresse au BIM. C'est devenu quasiment une obligation, mais on a fait effectivement des projets comme Jaguar Network avec Kevin Polizzi, sur lesquels on a réfléchi à la façon dont on allait travailler sur le BIM. On pourra en reparler. D'accord, merci. Donc Benjamin Blanchemin, vous êtes un peu le spécialiste du BIM chez NG Axima. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots simples aujourd'hui qu'est-ce que le BIM, qu'est-ce que la e-construction? Donc déjà la définition de BIM. Donc BIM, c'est l'acronyme pour Building Information Modeling. Donc si on traduit en français, c'est la modélisation des informations du bâtiment. Et en fait beaucoup trop de personnes pensent que la modélisation des informations du bâtiment, c'est juste ce qui est visible en X, Y, Z, donc du dessin 2D ou 3D. Et en fait, le BIM, c'est associer du dessin, donc de la 2D à la 3D, avec des informations attachées. Et en fait, on va dessiner un objet, une bouteille d'eau, une table, peu importe, et on va définir dans un logiciel que c'est une bouteille d'eau, que c'est une table, et on va lui donner des attributs, du type une marque, un poids, une taille, etc. Et en fait, quand on construit un bâtiment,
on peut construire un objet BIM de ce bâtiment, donc on a des informations sur ce bâtiment-là, et après on peut utiliser ces informations sur toute la vie, donc en phase chantier, construction, en phase réalisation ou en exploitation maintenance, et en fait chacun va venir ajouter l'information ou prendre l'information qu'il a besoin selon la phase dans laquelle il se situe sur le projet. D'accord. Candice Assine, donc expliquez-nous un peu ce que fait DB Lab. Je crois que vous éditez une plateforme donc de BIM, de construction avec les technologies numériques. Donc qu'est-ce qu'apporte cette plateforme? Qu'est-ce qu'elle propose comme nouvelle façon de construire à vos clients? Donc, avec Dabox, en fait, ce qu'on souhaite, c'est proposer une solution simple d'utilisation qui permette en fait d'organiser les acteurs, les phases du projet, de partager en fait toutes ces données dont vous parliez. Et de pouvoir piloter en fait l'activité après sur chantier. Voilà. D'abord en phase conception et après sur chantier. Donc, Benjamin nous disait que donc, le BIM, ce n'est pas uniquement la modélisation physique d'un objet, c'est aussi toutes les données qui s'y rattachent. Donc ça peut être des données de sécurité, des données de génie climatique, des données commerciales, du prix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment croiser aujourd'hui toutes ces données, comment les faire passer à tous ces acteurs? Donc là, c'est une réelle difficulté, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la modélisation des données du bâtiment, donc l'idée, c'est de faire une maquette numérique, et en fait, chaque maquette numérique a son propre usage. À titre d'exemple, par exemple, l'architecte va faire une maquette numérique pour communiquer sur son travail, ou pour proposer en fait des solutions à son client, au maître d'ouvrage. Les corps d'état techniques vont surtout modéliser pour faire des simulations, par exemple pour le thermique ou d'autres éléments. Donc l'idée, c'est que tout le monde utilise des outils différents, et là il y a un enjeu majeur d'interopérabilité. Voilà. Donc nous tendons en fait à faire communiquer les acteurs, les données, et à établir des processus faciles d'utilisation. Merci. Grégoire Cousin, vous nous avez parlé de la tour marseillaise, donc on a bien compris que ce n'était pas vous l'architecte, mais vous avez travaillé sur le projet. Qu'est-ce que le BIM a apporté concrètement sur ce chantier? Quels ont été les acteurs et qu'est-ce que ça vous a changé dans votre métier véritablement? Alors rien, puisque la tour n'est pas en BIM. Donc, désolé. En fait, il faut savoir que si on veut avoir une démarche BIM, en fait, il faut intervenir assez en amont sur les projets. Alors il peut y avoir des architectes qui travaillent encore en 2D, en plan, etc. Et au moment où on démarre les travaux et on confie les travaux à une entreprise, on peut passer le projet en BIM. Je ne sais pas si on peut utiliser ces termes, mais on peut faire ça. Mais ce n'est pas la situation idéale. La situation idéale, c'est quand, dès la phase amont, donc très en amont, au moment de l'esquisse, des premières idées du projet, on a une vraie démarche BIM. Ce qui est compliqué, c'est que la Marseillaise, c'est un projet dont la conception, elle date de 2006. Je ne dis pas qu'à Marseille, personne ne savait ce qu'était le BIM, mais à mon avis, je pourrais le dire assez facilement. C'est quelque chose, le BIM, ici, on va dire, d'assez nouveau. Donc, par contre, on a travaillé en 3D, mais encore une fois, la 3D, c'est pas du BIM, c'est encore autre chose c'est différent. Donc, on fait du BIM, nous, sur maintenant nos nouvelles opérations, sans même savoir forcément à quoi ça va servir. C'est-à-dire que c'est un peu je dis pas la folie de ce genre de choses, mais parfois il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut engager la démarche pour, à la fin du projet, se dire voilà, on l'a fait, et comment on va pouvoir exploiter ces données et ces maquettes 3D, souvent qui servent à l'exploitation, etc. Mais sur les deux projets pour lesquels aujourd'hui on travaille en BIM, qui est la réhabilitation de la Poste Colbert à Marseille et l'immeuble de Jaguar Network, quand on a démarré, personne ne savait à quoi ça servirait. Pour la simple et bonne raison aussi que sur ces deux projets, on ne s'est pas fait accompagner, et c'est un des sujets à mon avis sur lequel il faut appuyer, c'est qu'on a tendance, et nous Constructa les premiers, on s'était un peu improvisés, tous un peu BIM manager. Je ne dirais pas qu'on a regardé sur internet comment ça marchait, mais presque. Et en fait, c'est une erreur. Donc, on a sous-exploité, on a sous-estimé pas la complexité, mais l'importance d'être accompagné. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais donc voilà, c'est un élément qui est important, c'est l'accompagnement autour des projets, investir un peu dans des spécialistes, des gens vraiment dont c'est le métier. D'accord, donc on comprend bien que le BIM, la e-construction aujourd'hui en est assez balbutiement. D'ailleurs, Vincent Richer, vous essayez de montrer via des démonstrateurs au sein de la COC vraiment ce qu'est le BIM, en quoi ça consiste au grand public, de montrer ce que font les spécialistes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Alors effectivement, le BIM, c'est tout nouveau en France, c'est obligatoire dans certains pays, hein, comme l'Angleterre et l'Italie. Ça le sera bientôt, très bientôt en Europe, donc on y aura droit. Sur Euroméditerranée, c'est obligatoire. Depuis janvier, sur les nouveaux programmes, le BIM est obligatoire. D'où aussi l'existence de la COC et de cet outil qui n'est pas qu'un outil de showroom. Hein. Un outil de showroom, on va montrer des maquettes, dont la maquette de Jaguar qu'on va pouvoir présenter dans très peu de temps, sur la livraison officielle et dans très peu de temps de ce showroom. Mais c'est surtout des outils pour travailler dans la durée. Grégoire parlait le BIM, c'est intéressant, on a plein d'infos, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Effectivement, là on parle de bâtiments, mais ça vient dans le monde de l'industrie aussi. Hein. La modélisation est la même. Globalement, cet espace de 62 mètres carrés avec les derniers outils BIM, avec un grand écran, affichage sur 5 mètres, avec des casques, de la 3D en virtuel, va être là pour illustrer, informer, aider à la formation de toute la fédération de BTP des architectes, parce que là on a une grosse transformation des métiers. Et je pense que même on va avoir des disparitions d'acteurs parce qu'ils ne vont pas réussir à s'adapter. Et d'accompagnement des programmes. Notamment des programmes, l'intérêt de cette salle, ça va être d'intégrer les différents corps de métier, d'intégrer toutes ces maquettes que chacun aura fait de son côté, de pouvoir les modéliser. Et il y aura un BIM manager qui sera là pour aider toutes les entreprises à évaluer les étapes en amont, pendant et après. Parce qu'on sait que les étapes de chantier, des fois il y a des réunions de chantier où ceux qui font la réunion ne sont pas forcément ceux qui sont sur le chantier, donc il y a des éléments des fois compliqués. Là au moins on est à l'intérieur de la maquette, et donc on voit vraiment pourquoi un tuyau arrive en bas et pas en haut, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. En 3D c'est plus facile. Donc ce lieu-là va être là effectivement pour aider à ce démarrage, mais il va être là aussi pour présenter des programmes. Jusqu'à maintenant, quand on lance un programme, on pose la première pierre, on monte des perspectives 3D, et puis on dit voilà, vous allez avoir ça. Et puis entre la perspective 3D et la réalité, il y a toujours un petit décalage quand même. Parce qu'il y a des arbres, des voitures, enfin il y a pas mal de choses qui évoluent. Là on pourra voir clairement son appartement, être à l'intérieur. Ce ne sera pas qu'un outil de construction, ce sera aussi un outil d'utilisation. Voilà, c'est globalement, si on prend ici, si vous demandez la cartographie du lieu, vous allez avoir un plan qui même à la livraison du bâtiment, et c'était sûrement pas déjà d'équerre. Et depuis, il a évolué, et le plan n'a jamais évolué. Là, l'intérêt de ces maquettes-là, c'est de les faire évoluer au cours du temps aussi, des bâtiments ou des espaces. Et donc, la COC permettra à notre territoire d'avoir un des outils ouverts, hein, parce qu'après, les grands constructeurs, Bouygues, même Engie et autres, ont chacun leur espace BIM à Paris, en règle générale, mais en local, on n'a pas d'espace ouvert et utilisable par tout le monde. D'accord. Candice Assine, vous avez cofondé donc cette boîte DB Lab. Quel est votre parcours? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vous venez, comment vous êtes venu au BIM, à la e-construction? Oui, tout à fait. En fait, le premier fondateur est Mathieu Lalanne. Je me suis associé, quand je suis rentré dans la société il y a un peu plus d'1 an. Mathieu, en fait, est architecte de formation, architecte DPLG. Et donc, il a exercé son métier pendant 10 ans, donc au sein de société d'ingénierie ou en tant qu'indépendant. Moi, j'ai exercé la fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage pendant 8 ans à peu près. Et j'avais une spécialité en maîtrise d'ouvrage public. Donc j'ai fait diverses opérations, dont du schéma directeur d'établissement, montage d'opérations en bâtiment et infrastructure. Donc, et avec Mathieu, en fait, a une double compétence informatique. Donc il a développé le logiciel web Dabox. Et je l'ai rejoint justement pour participer à ce processus de digitalisation en fait, des méthodes de construction. Donc notre cœur de métier, le suivi de production, c'est bien sûr comment on stocke cette donnée, comment on la partage et comment on la valorise en fait pour permettre à la conception de faire de meilleures conceptions, de gagner du temps ou de la sécurité, aux entreprises de construction pour valoriser cette information sur chantier, pour réduire les risques, les erreurs et permettre aussi une bonne compréhension par les chefs de chantier ou les conducteurs de travaux et les équipes aussi. Puis à terme, donc, on s'oriente aussi vers une offre pour les maîtres d'ouvrage avec la constitution du DOE numérique. Alors DOE, je ne sais pas si c'est dossier des ouvrages exécutés. Donc quand on livre un bâtiment, quand le constructeur livre un bâtiment, il donne toutes ces informations-là pour permettre après, bien sûr, de restructurer les données et de permettre
d'élaborer des solutions pour l'exploitation. Voilà. D'accord, merci. Benjamin, un peu la même question. Est-ce que vaut mieux venir du milieu de la construction, du milieu de l'informatique? Vous-même, quel est votre parcours? Alors moi je suis ingénieur de formation, donc j'ai ingénieur généraliste au CESI. Et ensuite j'ai intégré le groupe NJ Axima en 2009 et j'ai toujours travaillé chez Axima et j'ai occupé divers postes. Donc j'ai commencé à l'exploitation maintenance en tant que chargé d'affaires. Ensuite j'ai évolué vers les contrats nationaux, donc les clients grands comptes. Et ces dernières années, je me suis occupé de la stratégie du pôle maintenance pour justement se préparer au BIM. Et maintenant qu'on a créé une entité spécifique dédiée au BIM, j'occupe la fonction de commercial au sein de cette entité et de développeur, donc double casquette, avec mon back-office d'exploitation maintenance. Donc mon rôle, c'est plutôt de développer les services autour de la maquette BIM quand elle arrive en phase d'exploitation maintenance. Est-ce que vous avez dû vous former à des compétences informatiques que vous ne possédiez pas avant pour pouvoir utiliser le BIM? Alors non, j'ai appris sur le tas, comme un peu tout le monde aujourd'hui. La formation, c'est un sujet qui est un peu compliqué, puisqu'il y a d'un côté le lobby des éditeurs, de l'autre côté les startups qui se lancent, d'un autre côté des gens du métier qu'on doit accompagner dans la transition. Donc c'est un gros méli-mélo de compétences et de mondes et d'univers qui se croisent entre les gens qui viennent de l'informatique, les gens qui viennent du milieu de la construction, qui viennent du jeu vidéo, de la maintenance, de la GTC. Et donc j'ai pas eu de formation spécifique. Je suis parti en voyage d'études entre guillemets à Singapour pour aller voir ce que se faisait dans les pays un peu plus avancés. J'ai moi-même appris par moi-même à utiliser certains logiciels en les installant et en me lançant comme un grand. Mais j'ai pas subi ou suivi de formation spécifique. On ne subit pas une formation. Bon. Je me retourne vers Constructa. Vincent Richet disait que dorénavant le BIM est obligatoire sur Euroméditerranée. Je sais que vous avez des projets de bâtiments qui vont arriver de tours de grande taille. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouveaux profils, que vous êtes en train de recruter des BIM managers ou des gens qui sont plus à même d'utiliser les nouveaux outils? Quels sont un peu vos projets là-dessus? Alors, chez Constructa, personne ne sera jamais, en tout cas à l'heure actuelle, personne ne sera jamais dédié totalement au BIM. On a, nous, formé quelqu'un il y a 2 ans, former quelqu'un, en tout cas commander une formation moniteur qui fait ce genre de choses pour, on va dire, décrasser certains collaborateurs à la pratique du BIM. Mais en tout cas notre vocation, c'est de savoir de quoi on parle, mais après de faire appel à des gens dont c'est la spécialité. NJ par exemple, on peut en faire partie. Donc il n'y a pas au sein de Constructa des gens qui seraient totalement dédiés, en tout cas dédiés au BIM. Et encore une fois, autour des projets, il y a un certain nombre, les acteurs des projets dans la promotion, que ce soit des responsables de programme ou des responsables techniques. Le BIM, c'est une brique avec tout un tas d'autres compétences qu'il est nécessaire d'avoir. Et encore une fois, comme c'est quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est très complexe parce que il y a une sorte de, pas de surenchère, mais il y a le BIM en 4D, en 5D, avec les plannings, l'argent, c'est sans fin. Donc ça aurait aucun intérêt de former des gens à ça. Et encore une fois, tout à l'heure vous l'avez dit, avec la ressource qui est disponible en ligne, on apprend déjà. Moi je ne dirais pas que la personne qu'on a formée en regardant sur Internet, on en sait autant, mais quasiment. Donc voilà, c'est important de faire appel à des spécialistes sur ce genre de sujet. Et c'est ce qu'on va faire pour la Porte Bleue, qui est une des opérations qu'on va développer à côté de la Marseillaise. On a commencé à travailler, en tout cas, à imaginer des partenariats ou des collaborations avec NJ pour savoir comment justement on allait transférer le projet en BIM. Une chose qui est importante, c'est que je ne pense pas que ce soit les maîtres d'ouvrage qui aient besoin le plus de formation. Les architectes, à mon avis, qui sont souvent un peu à l'origine des projets, c'est le niveau, il est nul, quoi. C'est 0. Hein. C'est le 0 du BIM, et donc on récupère, nous, des projets qui n'ont pas été du tout imaginés en 3D. On nous vend des choses en 3D, mais en fait, les gens travaillent en 2D, c'est ce qu'ils savent faire, donc ils travaillent en 2D, puis après, ils transforment tout en 3D, qui est la pire erreur à faire. Donc là, il y a vraiment, faut remonter la filière en amont et commencer la formation par là.
Vincent Richer, peut-être Candice, oui, vous avez quelque chose à dire. Un complément à ajouter. En fait, dans la pratique, on voit des nouveaux titres apparaître et liés au BIM. Hein, et en fait, on a le BIM Modeler. Donc, vous pouvez avoir des offres d'emploi où les sociétés recherchent des BIM Modelers. Donc, ce sont des personnes qui produisent les maquettes numériques. Après, vous allez avoir les BIM coordinateurs qui vont vérifier ces maquettes numériques pour les partager entre différents corps de métier. Vous avez aussi les BIM managers qui vont diriger en fait toute l'architecture informationnelle, la coordonner. Et vous avez aussi d'autres prestataires qui sont les AMO BIM, donc qui vont permettre aux maîtres d'ouvrage qui vont accompagner les maîtres d'ouvrage dans la définition des objectifs BIM. Voilà. Et Vincent, je vous voyais tiquer sur les architectes et le niveau zéro. Je suis d'accord avec Grégoire. Les architectes, déjà, si on les prend à l'heure d'aujourd'hui, le plan 2D, ils le maîtrisent. Déjà, les perspectives 3D, souvent, ils les externalisent. Quand on sait le coût d'une perspective 3D qui est entre 2 et 3 000 euros et qu'on connaît le coût d'un ingénieur, on se demande déjà pourquoi ils n'ont pas réfléchi à intégrer, pour la plupart déjà, des ingénieurs qui sachent le faire. Et effectivement, le BIM, c'est assez vaste et il y a beaucoup d'architectes qui n'y croient pas du tout. On est à moins de 2 ans, c'est déjà obligatoire en Italie et en Angleterre. Pour eux, ça ne va pas arriver ou alors ça va être repoussé comme d'habitude en France. Clairement, quand on voit Euroméditerranée qui a imposé ça, c'est pas juste pour dire qu'ils sont innovants, hein, c'est que clairement, effectivement sur la construction, ça peut être un peu lourd par moment parce qu'il y a énormément d'informations et on se demande effectivement à quoi elles vont servir. Mais quand on prend des structures comme Engie qui vont jusqu'au service dans le bâtiment, et on a d'ailleurs des démonstrateurs d'Engie à la coque où on voit qu'on a une tablette et on a tous les services à l'intérieur du bâtiment. Et toutes les informations qui ont été renseignées dans le BIM, on va pouvoir les réutiliser avec ça aussi. Donc on va au-delà que du métier de construction. Donc effectivement, les architectes, à leur niveau, ils se disent bon, c'est bien, mais ça va pas me changer mon métier à part me l'alourdir et faire que je vais devoir me former ou de former quelqu'un ou d'intégrer quelqu'un. Mais par contre, globalement, dans la chaîne et qui est la digitalisation de l'économie qu'on a tous les jours, on ne pourra plus faire des bâtiments s'il n'y a pas de service à l'intérieur. On prendra le bâtiment qui a plus de services et donc c'est juste la loi du marché. Et donc clairement, pour en discuter et pour vous dire, la coque a été fait par un architecte, même lui, qui a été designé par Euroméditerranée, il est très très loin du BIM, très très loin. Et pourtant, il travaille énormément avec Euroméditerranée. Donc clairement, je pense qu'il va avoir un gros problème au niveau des architectes et je pense qu'il va avoir des nouveaux acteurs qui vont arriver et beaucoup d'acteurs positionnés qui vont disparaître. Des acteurs étrangers qui vont arriver ou non, pas forcément étrangers, non, des jeunes qui vont arriver, qui seront formés et qui vont prendre la place. Parce qu'au sein des écoles, il y a une formation ? Si je puis me permettre, étant assez fraîchement diplômée, parce que j'ai commencé chez Constructa en étant stagiaire, donc avec mon tuteur, on se suit, c'est le mentor, oui. Pour ma part, à la fin, dans ma dernière année d'études, parce que je suis aussi ingénieur, on a commencé à avoir le BIM intégré, à avoir des cours de BIM littéralement avec Revit. C'était intégré, c'était une demande dans notre projet de fin d'études de modéliser tout le bâtiment qui était donné. Donc ils donnent les plans d'un bâtiment existant, on le retravaille et il y a plein de modules qui sont faits là-dessus. Et donc pour ma part, j'ai été chargée de modéliser le bâtiment en Revit. Donc en fait, quand on s'y penche, c'est un peu compliqué, c'est comme tout nouveau logiciel de s'y mettre, mais après, à l'usage, une fois que ça s'est passé, c'est tellement simple. On ne court pas après des choses, la synthèse, elle est imminente, on peut faire des coupes par-ci par-là, voir juste ce qu'on veut voir, tracer, remettre, enfin, associer la fiche technique du produit, la retrouver au bon endroit. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des architectes, il y a encore à faire. Vous avez fait quelle formation, pardon ? Vous étiez dans quelle école ? J'ai fait l'école Polytech à Marseille en formation génie civil. D'accord, merci. En gros, il faut juste se dire que les métiers des architectes, c'est un peu comme les experts comptables et les avocats où on a... On va se faire des copains. Hein. Mais non, mais c'est juste des métiers qui ont été peu concurrencés jusqu'à maintenant, avec des acteurs qui sont bien positionnés et autres, mais qui ne se sont pas adaptés en fait. Mais on peut prendre d'autres métiers, la banque aussi. C'est juste qu'il y a des réglementations qui font que c'est plus difficile, mais c'est des métiers qui vont énormément bouger dans les 2 à 3 ans qui viennent.
Candice, comment vous avez fait pour développer votre plateforme? Parce que on dit développer une plateforme, un logiciel, on pense tout de suite à un informaticien, du développement très compliqué. Vous-même, vous venez pas de ce milieu-là. Vous avez fait appel à d'autres compétences. Vous avez fait ça tout seul, enfin toute seule avec votre associé? Non, bien sûr, on a recruté. En fait, on a un lead développeur complet en fait qui travaille avec nous et là, on est en cours de recrutement actuellement, quoi. Voilà. Un développeur également? De développeurs web, voilà. De jeunes de préférence. Curieux, voilà. Benjamin, vous aussi, vous recrutez des compétences informatiques chez Engie pour les nouveaux métiers du BIM? Alors pas spécialement des compétences informatiques. En fait, nous, on travaille beaucoup sur base de partenariats et on assemble des solutions qui existent, mais ça nous est arrivé d'acheter des sociétés pour pouvoir acheter des compétences. Des toutes petites startups, 3, 4, 5 personnes, parce qu'elles avaient des compétences et des références de choses qui nous intéressaient. Et globalement, chez Engie ou chez Engie Axima, il y a un perpétuel recrutement. Et après, on va pas avoir des domaines spécifiques. Ça veut dire que ce sera plutôt des gens qui touchent à des logiciels ou qui touchent à de l'informatique. Mais globalement, on est un peu comme tout le monde. On cherche le mouton à 5 pattes, quoi. On cherche le jeune qui a une expérience dans le CVC ou dans la construction, qui aime bien Revit, qui sait faire de la modélisation, qui aime bien les jeux vidéo, qui sait ce que c'est une GTC. Et donc ces gens-là n'existent pas. Donc en fait, on prend plutôt des profils de gens qu'on connaît chez nous, qu'on fait monter en interne, et on met des jeunes en pouponnière pour les monter en compétence sur ces sujets-là, quoi. Et Grégoire, vous avez recruté donc Caroline qui elle-même a été un peu formée au BIM au final, c'était pas de votre fait, mais aujourd'hui est-ce que vous cherchez aussi un mouton à 5 pattes? Est-ce que ça peut être un plus d'avoir des gens qui sont habitués aux nouveaux outils au sein de Constructa? Alors bien sûr, chez Constructa aujourd'hui, sur la France, on recrute plus de 40 personnes. En recrutement, je crois que c'est le chiffre exact est d'à peu près 48. Donc on est dans une vraie période de redéveloppement de la société qui s'est en début d'année réorganisée, restructurée pour avoir plus de lisibilité sur le marché. Donc c'est plus de 40 profils qu'on recherche qui sont des responsables de programme, des responsables techniques, des building managers. Donc toutes les compétences autour des services de l'immobilier. Bien évidemment que une personne qui a une compétence particulière en BIM, elle va tirer son épingle du jeu. Je vous dis pas que c'est comme si quelqu'un parlait en anglais alors que l'autre il parle pas anglais, mais aujourd'hui c'est c'est ce genre de compétences en plus qui va faire la différence. On n'a pas besoin que de ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça doit pouvoir apporter quelque chose. Encore est-il que le recruteur, typiquement le gars des ressources humaines, il est lui-même l'information de savoir ce que c'est le BIM, à quoi ça sert, qu'on en ait besoin, etc. Donc, et que les fiches de poste aient été bien faites, etc. Donc, mais nous, si je prends le cas de Caroline, moi les recrutements, il y en a beaucoup, ils commencent par mois, on va dire. Et donc, oui, c'est important, quelqu'un qui saurait aujourd'hui ce qu'est le BIM. Dans tous les appels d'offres qu'on fait aujourd'hui, il y a dans la rubrique process et méthodologie, il faut parler du BIM. Alors on peut aller piquer 2-3 trucs sur Internet et des belles images, etc. Mais il faut avoir la capacité aussi de mettre des CV de gens qui sont qualifiés. Donc soit on vient s'associer dans l'équipe, les services d'un partenaire extérieur, soit on est aussi capable de démontrer en interne qu'il y a des gens qui ont des compétences autour du BIM pour parler du LOD, pour parler des cahiers des charges, etc. Parce qu'on doit, comme on pilote aussi et qu'on a un peu tous les intervenants, on doit savoir de quoi on parle, quoi. Donc on parlait des recrutements de certaines écoles, des écoles d'ingénieurs, mais il y a aussi les écoles de la construction, les écoles d'architecture. Aujourd'hui, comment on fait pour inciter ces formations à évoluer vers le BIM? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que vous le voyez, que ça se fait naturellement du fait des nouvelles générations davantage habituées à utiliser les nouveaux outils, ou est-ce qu'il faut toujours évangéliser les formateurs, les écoles pour avancer sur ces nouveaux outils? Alors, si je peux prendre la parole, alors je ne connais pas totalement le marché de la formation et des écoles d'ingénieurs, mais nous on a dans notre équipe quelqu'un qui est un ancien professeur dans une école d'ingénieurs justement qui faisait un module BIM. Il y a des masters BIM spécialisés qui existent. Alors moi je connais que l'école du CESI, mais il y a sûrement d'autres écoles.
et sûrement le STP ou des écoles comme ça où de plus en plus on va vers le BIM. Mais à titre perso, moi ça fait 2 ans que je travaille dans la BIM Factory. J'interviens en école d'ingénieur, j'interviens dans des associations pour expliquer aux gens ce que c'est, pour former, pour évangéliser. Des associations Apogée, Arseg, Mediaconstruct, où on a produit des documents pour la profession dans lesquels j'ai été personnellement relecteur et validateur de ces documents qui sont sortis pour le PTNB ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui c'est un peu nous qui poussons de par nos problématiques métiers quand on fait du BIM. On s'aperçoit qu'il y a un manque d'informations en amont et on a des cahiers des charges des fois qui tiennent pas debout, ou quand on lit le cahier des charges, on sait que le mec qui l'a écrit, il n'a pas compris ce qu'il voulait dire en fait. Et donc dans les marchés publics c'est compliqué parce qu'on doit répondre sur un cahier des charges et arriver à la soutenance, d'expliquer au client que finalement ce qu'il écrit c'est pas stupide mais ça n'a pas de sens quoi. Et donc oui, il y a un gros travail d'évangélisation et moi personnellement, et je pense que tout le monde autour de la table font des interventions régulières dans des forums, des salons, des écoles, des assos pour expliquer ce que c'est le BIM. Oui. Et moi j'aimerais rebondir aussi, donc je suis un peu plus mitigée. Il y a à la fois besoin d'évangélisation, mais en tout cas, moi il y a encore 2 ans, quand j'étais en dernière année, le BIM était assez présent et plutôt impulsé par nos professeurs, mais du fait qu'ils ont une grosse relation avec les entreprises, parce qu'on est quasiment à la sortie tous embauchés dans des grosses boîtes, et ces grosses boîtes, ces intervenants viennent nous donner des cours, donc il y a vraiment un contact continu et très, très intense. Donc non, nous à l'inverse, le BIM nous a été presque, certains l'ont vécu peut-être comme quelque chose d'imposé en se disant je veux pas forcément faire du BIM, moi j'ai vocation à aller là, donc pourquoi on me l'impose? Donc voilà, mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Je m'étais penchée personnellement sur la question des masters spécialisés en complément de ma formation d'ingénieur, donc j'avais parcouru les écoles type ESTP, les ponts, Centrale, les mines, tout ça, et dans les masters spécialisés, j'ai en tête que les ponts et chaussées proposent un master vraiment sur le BIM. Donc je pense que c'est poussé de plus en plus, mais sous l'impulsion des entreprises. Après, on peut le comparer à tout ce qui se passe dans tous les métiers, en fait, les activités. C'est-à-dire que c'est des nouveaux métiers, et malheureusement, les formations, elles ont toujours du retard, parce que le temps de mettre en pratique, de théoriser, on a toujours 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. On peut prendre l'exemple du community manager. Il y a des formations qui existent maintenant, or le community manager existe de moins en moins dans l'entreprise, il a pris un autre rôle et c'est plutôt rentré dans les services de communication. Donc au même titre, le BIM, comme disait Grégoire, en fait ils ne vont pas forcément chercher qu'une personne spécialisée, il faut que tout le monde soit prêt et adapté. Et on va dire que en gros ça va être l'agilité de chacun à s'adapter, à apprendre, comme disait Benjamin, il a appris sur le tas. Et en fait, le numérique, c'est un peu ça, c'est que ça évolue tellement vite que même si on a été formé il y a 2 ans, si on ne suit pas, on va vite être has-been. Donc c'est de l'agilité à avoir au quotidien. Candice, chez vos clients, est-ce que vous voyez une difficulté parfois à appréhender l'outil? Est-ce que vous avez besoin de vous-même de faire de la formation auprès des clients? Dans nos relations avec les clients, en fait, ce que je constate du marché, c'est que tout le monde est en train d'élaborer sa stratégie d'intégration du BIM. C'est savoir quels outils, pour quels usages et comment ils peuvent valoriser leur métier. En clair, valoriser c'est quoi? Performer son métier, ça va être réduire les coûts, les temps de production ou proposer des services innovants. Et la stratégie BIM s'inscrit là-dedans. Donc après, on fait beaucoup d'échanges de pratiques professionnelles et des animations d'ateliers de travail pour les grands groupes. D'accord. Est-ce que vous pourriez me donner chacun un peu vos prévisions de recrutement? Vous avez donné des chiffres sur Constructa, 48 personnes, donc c'est par an. J'imagine que c'est actuellement 48 postes ouverts, c'est ça? Et savoir un peu quel profil vous recherchez précisément. Alors, c'est pas par an, effectivement, c'est actuellement. Je suis pas sûr que tous ces postes soient disponibles via la plateforme, en tout cas le site internet de Constructa, mais en tout cas les profils, c'est les profils donc autour des métiers de l'immobilier de façon assez large. Donc il y a les basiques qui sont les responsables de programme ou des responsables de production, donc qui sont typiquement ce qu'exerce aujourd'hui
comme métier Caroline, donc avec des vocations plutôt opérationnelles. Ensuite, comme on a à peu près le tiers de nos effectifs qui fait de la gestion d'actifs immobiliers, là encore où le BIM a son importance, puisque gérer des immeubles, je ne dis pas que c'est une des vocations premières du BIM de pouvoir avoir un outil de gestion d'un immeuble, mais ça, en tout cas ça en fait partie. Donc là on a des building managers qui sont les gens dans la Marseillaise, on a un building manager, donc qui sont les gens qui gèrent l'exploitation de l'immeuble, mais plutôt sur leur partie, on va dire, coordination organisationnelle. Puis ensuite, des gens, par exemple, on a un projet qui est la restructuration de la rue de la République pour Primonial. On a une équipe à créer avec des responsables techniques, avec des responsables de site. Donc, profils divers et variés. Et puis, j'imagine tous les postes qui vont autour de ça, de support, de gestion, de postes autour de la finance, puisque on a autour de ces métiers, par rapport à la production, effectivement, un certain nombre de postes satellites, même d'assistantes, etc. Je pense qu'il y a tout ça. Donc, à mon avis, ça doit se faire en partie via notre site internet et via nos ressources humaines. Il doit y avoir un contact sur le site. D'accord. Chez Engie Axima, est-ce que vous savez s'il y a des profils particuliers qui sont préférés, qui sont recherchés, plus difficiles à trouver que d'autres? Alors, chez Engie Axima, c'est déjà une dizaine de milliers de personnes en France. La BIM Factory aujourd'hui c'est une cinquantaine de personnes 100% dédiées, dans lesquelles on a différents types de profils, des architectes, des ingénieurs, des informaticiens. Et aujourd'hui ce que vous avez abordé tout à l'heure, Monsieur Richer, c'est que c'est l'agilité qui va primer. Donc clairement on n'a pas de profil spécifique aujourd'hui qu'on souhaite recruter, c'est plutôt des profils standards, donc un BIM manager, un chef de projet, quelqu'un qui sait conduire un projet jusqu'à l'exploitation maintenance. Et en fait, c'est plus quelqu'un qui s'intéresse, quelqu'un qui a déjà un peu modélisé, quelqu'un qui a regardé les informations à droite à gauche, parce qu'on sait pertinemment que c'est très difficile de trouver une compétence, et surtout qu'on utilise très peu de personnes monocompétences en fait. On a besoin justement d'avoir des gens qui quand ils ne savent pas, ils aillent chercher la compétence où elle est, chez un sous-traitant, chez un collègue ou sur une formation en interne. Donc oui, on a des recrutements en cours, mais ça va plutôt être par métier, c'est-à-dire quelqu'un qui, un chef de projet typiquement, un chef de chantier, mais quelqu'un qui s'intéresse au numérique et qui fait preuve d'agilité et d'entrain pour venir chez nous. Après, quand il sera chez nous, s'il y a besoin, on le formera, on le mettra à jour. Et ce qu'on n'a pas trop abordé aussi, je voulais dire, c'est par rapport au BIM, il y a tout un tas de logiciels différents, tout un tas de protocoles, tout un tas de choses à mettre en place, de processus. Et le BIM, ça révolutionne de manière numérique, mais ça révolutionne aussi un peu l'architecture de comment les métiers parlent entre eux et qui doit faire quoi. Et donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui quelqu'un qui est un bon chef de projet, qui n'a aucune compétence en BIM, peut largement, facilement tirer son épingle du jeu avec une courte formation ou même juste une formation et s'intéresser, puisque c'est des compétences qui vont être mises en avant de plus en plus aujourd'hui. Candice, vous disiez que vous recherchez notamment des développeurs. Est-ce qu'il y a d'autres profils que vous recherchez particulièrement chez DB Lab? Pas pour l'instant, on fera une communication à janvier 2019. Ah. Mais juste pour finir, en fait, pour rebondir sur votre intervention, le BIM, c'est l'occasion de penser l'industrialisation du monde de la construction. Donc l'idée, c'est d'être habile et curieux aussi sur les méthodes et procédures, tant de conception que de construction sur chantier. Vincent Richer, est-ce qu'il y a une dimension développement durable? Tout à l'heure, on disait que le BIM, c'est aussi la possibilité de suivre un bâtiment tout au long de sa vie. Aujourd'hui, ce bâtiment, vous le mettiez en exemple, il a changé, on peut avoir une maquette qui change, qui évolue. Est-ce qu'il y a cette dimension aussi de durabilité du métier de la construction, des constructions elles-mêmes? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait voir en temps réel l'évolution du bâtiment et faire une rénovation pour éviter qu'il y ait des pertes, des changes thermiques, autres. L'objectif de ces maquettes à terme, effectivement, c'est de pouvoir le faire évoluer, le faire modifier, que la maquette soit toujours à jour. Hein, ce sera l'objectif, ce sera même obligatoire. Après, ça va surtout proposer des services à ceux qui utilisent le bâtiment. Et notamment
ce qu'on a chez nous à la Coque avec une filiale d'Engie, c'est vous êtes dans un bâtiment qui a un terrain de tennis, une piscine, du chauffage, vous allez pouvoir tout commander via votre tablette et être informé via votre tablette. Et ces informations-là, elles seront issues du BIM au démarrage, de toutes les informations qu'on aura mises et qu'on entretiendra au fur et à mesure du temps. Donc on va aller au-delà que juste un plan, qui était à l'heure d'aujourd'hui le cas et qui ne servait que aux experts du bâtiment au sens strict du terme. Donc on va au-delà. C'est ça, de la domotique au niveau d'un bâtiment en fait. La possibilité de oui, en fait, c'est globalement, on le voit même quand vous utilisez votre smartphone. Avant, on utilisait le smartphone pour avoir une information. Maintenant, vous prenez Facebook, vous avez de la vidéo, vous êtes informé, vous échangez pas qu'avec vos amis. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que le BIM va un peu révolutionner l'usage, pas que du bâtiment, on va dire, c'est vraiment la Smart City. C'est globalement l'objectif d'Euroméditerranée, le BIM, c'est pas que les bâtiments, c'est aussi tout l'environnement, l'intégration des flux, la gestion des flux. Si on prend l'exemple d'une piscine, avant on envoyait l'eau tout à l'égout, l'objectif c'est qu'à terme, cette eau-là, on puisse la retraiter et qu'on puisse la réutiliser ailleurs. Et notamment dans le sport national qu'on a à Marseille, qui est de faire du macadam tout neuf et de tirer une semaine après derrière, de faire des trous, l'objectif à terme, ça va être de projeter un peu plus l'évolution du quartier. Est-ce qu'il y a une problématique de partage des données entre les acteurs? Vous parlez de Smart City, donc on va imaginer qu'il y a d'un côté Constructa, d'un côté un autre promoteur, d'un côté un autre constructeur sur chaque bâtiment. Est-ce qu'il faut qu'ils partagent davantage des informations? Aujourd'hui, elles sont dématérialisées, elles sont facilement partagées. Est-ce qu'il faut que ça se fasse comme ça pour arriver véritablement à cette Smart City intelligente, cette ville intelligente? Obligatoirement, il y aura des données ouvertes. Déjà, la région, l'État montrent l'exemple avec tout ce qui est open data. Donc évidemment, dans les bâtiments, il y aura des données qui seront obligatoirement fournies à la collectivité et qui permettra aux citoyens d'avoir des informations. Mais il y aura des données techniques et on va dire spécifiques que bien évidemment les constructeurs ne passeront pas. Mais le fait qu'il y ait plus d'informations, qu'il y ait plus d'échanges, il y aura des données qu'on n'a pas actuellement, qu'on aura plus facilement. Ça dépend aussi de l'évolution de la réglementation, du fait que le BIM soit c'est un métier très réglementé et ça va permettre de le déréglementer sur certaines parties. Après, il y a 5 ans, personne ne pouvait dire Facebook aurait le niveau qu'il a aujourd'hui. Alors, théoriser sur dans 5 ans ce qu'on fera avec le BIM, je pense que personne ici est capable de le faire, mais si on prend l'exemple sur d'autres secteurs qui ont un peu plus d'avance en digitalisation, je pense que ça amène énormément de services autour qu'on ne voit même pas à l'heure d'aujourd'hui. Alors, ça m'embête parce que ça va être ma prochaine question. En fait, qu'est-ce que va apporter le BIM demain? Quels sont les prochains enjeux, les prochains défis, les nouveaux usages que vous commencez à voir poindre et qui vont peut-être aussi, encore une fois, révolutionner des métiers, apporter une nouvelle opportunité? Je vais répondre facilement, mais tout à l'heure, je vous ai parlé de l'industrialisation du monde de la construction. Donc, je pense que ça va être un des premiers effets pour les constructeurs. Et puis, à terme, le développement de nouveaux services liés au bâtiment. Que je laisse pour ceux qui ont des idées fructueuses en termes de business, quoi. Des services à inventer encore, donc c'est ça? Oui. Que ce soit pour les logements d'habitation, comme pour les bâtiments d'habitation ou les centres commerciaux. Voilà, avec toute l'industrie du retail qui réfléchit là-dessus. Je vais pas parler de l'exploitation parce que c'est pas le BIM de demain, ça. C'est différent la vision en fonction de qui on est dans la chaîne de valeur, donc forcément on n'a pas tous la même réponse. Je voulais juste répondre tout à l'heure, vous posiez la question par rapport au BIM et aux informations qu'on peut mettre dedans. Il y a un exemple typique, c'est l'amiante. Si on avait mis il y a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années le fait que certains matériaux étaient en amiante dans le bâtiment, on aurait eu beaucoup moins de problèmes au niveau de la déconstruction. Typiquement, c'est des choses aujourd'hui qui n'arriveront pas dans un cycle de vie du bâtiment au niveau de la reconstruction. Concernant la vision du BIM, alors nous on pense que au niveau des services, ça va énormément évoluer et aussi surtout au niveau de la qualité et du partage d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le domaine de la construction jusqu'à l'exploitation maintenant, c'est assez siloté
Et de plus, on va partager nos informations et on va avoir des bâtiments qui vont proposer des services de plus en plus utiles et sympas. Typiquement, je sais pas, de la géolocalisation dans un bâtiment pour aller d'un point A à d'un point B dans un aéroport, par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, nous, on considère toujours que la maquette BIM, c'est comme un smartphone. Vous l'achetez, vous payez un abonnement. Par contre, aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent à des nouvelles apps. Vous l'installez parce que vous avez un profil utilisateur qui vous correspond. Et moi, je vais avoir Facebook. Vous allez avoir la fourchette Waze. Et avec l'application, vous allez gagner ou pas de la performance pour votre performance à vous, en fait. Et donc, selon la typologie du bâtiment et selon comment on va utiliser le BIM, on n'aura pas forcément la même performance et le même gain. Et donc nous, en tant qu'exploitant mainteneur, on aide à la construction en fait finalement de cette application et on propose des services. Et donc on va donc vers l'efficacité énergétique, la mobilité dans le bâtiment, la redéfinition des bâtiments. Donc si je veux aménager une certaine zone, comment j'anticipe. Alors sur le tertiaire, ça parle pas trop, mais sur l'industriel, c'est très pertinent. Ou par exemple, dans le nucléaire, des zones nucléaires, intervention en maintenance, est-ce que je peux préparer mes techniciens avant d'intervenir pour pas qu'ils aillent en zone contrôlée? Donc protection des personnes, protection de l'environnement, protection de la sécurité. Donc il y a tout un tas de domaines, mais c'est difficile de donner un champ d'application parce que le champ d'application sera lié un peu à l'ouvrage. Grégoire Cousin, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de l'évolution du BIM dans votre métier en tout cas? La question, j'imagine qu'il y a énormément de réponses possibles. Si j'ai envie de, je sais pas, par exemple, axer sur l'environnement, j'imagine que, et puis en plus la question elle a des réponses différentes qu'on se situe en amont ou en aval de la livraison des projets. En amont sur le gaspillage sur les chantiers, par exemple, il y a énormément d'entreprises qui n'ont aucune idée de ce qu'elles doivent vraiment mettre en œuvre et donc il y a des achats qui sont peut-être surdimensionnés, il y a énormément de pertes, donc on va pouvoir optimiser, mais dans le sens noble du terme, un certain nombre de choses sur les chantiers, sur la productivité aussi des compagnons, mais encore une fois dans le sens refaire bien une seule fois les choses parce qu'on aura identifié que je prends l'exemple de base, mais qui est plutôt lié là à la simulation 3D, mais de faire les trous au bon endroit, etc., de savoir qui passe dedans, quelle gaine, etc. Donc, et sur les innovations, il y en a énormément. Moi, j'ai vu sur des chantiers Bouygues où ils utilisent des Oculus Rift, donc ils ont des lunettes de réalité augmentée où ils voient dans le chantier en fait où passent les gaines directement, ils peuvent déplacer les trous avec une sorte de geste avec les mains. Donc il y a tout ça doit permettre d'améliorer au-delà du besoin évident de gagner plus d'argent et pas à exclure complètement, mais voilà, de faire. Et je pense que sur les aspects environnementaux, il doit y avoir des choses à faire sur la traçabilité des matériaux, ça on en a parlé effectivement, qui sont à développer, mais à mon avis la liste elle est extrêmement longue et encore une fois c'est aujourd'hui quasi une évidence. Des tâches vont se robotiser aussi, donc un robot il faut lui donner des informations, il faut que je puisse lui plugger une maquette en 3D du bâtiment pour qu'il sache, j'ai vu des vidéos sur Instagram moi, avec des placos là, qui sont montés par des robots, donc forcément la donnée dont aura besoin ces robots, et c'est de la data qui viendra peut-être probablement de ces maquettes BIM. Il y aurait besoin de plus de spécialistes de la donnée, des data scientists comme on dit, justement pour gérer cette masse de données qui arrive. Vous voulez en parler? Je pense qu'à terme, il va y avoir une capitalisation de beaucoup de données qui pourront être traitées pour aider la décision, en fait, aider à la décision les chefs d'entreprise. Moi, je voulais juste rajouter autre chose. Tout à l'heure, vous parliez de traçabilité. Le BIM va impliquer quand même un changement dans la manière de travailler avec une prise de responsabilité, parce que quand on partage sa donnée, on en est l'auteur et on en est responsable. Et ça va impliquer aussi beaucoup de transparence, voilà, entre les acteurs. Vincent Richet, sur la COC, quel type de public vous voyez venir s'intéresser au BIM? Est-ce qu'il y a une typologie particulière des personnes qui s'intéressent un peu plus à ce secteur?
C'est assez paradoxal parce qu'en fait, on a, avec Euroméditerranée, l'objet du lieu de la COC était donc de mettre en avant les compétences et les innovations du territoire. Et donc pour Euroméditerranée, c'était le BIM pour la construction. Mais en fait, depuis qu'on a dit qu'on faisait du BIM, il y a tous les secteurs d'activité qui viennent nous voir, notamment l'industrie. On ne pensait pas autant, nous, avancer parce que ce n'était pas forcément l'objectif de cet outil-là. Mais on s'en rend compte que finalement, l'industrie 4.0, c'est aussi du BIM. Et en fait, ça vient de partout. Je prends l'exemple, on a la SNCF qui est venue chez nous, qui était venue là faire un séminaire. On parlait d'objets connectés. Et puis évidemment, on décrit à chaque fois ce qu'on... Et quand j'ai prononcé le mot BIM, derrière, il y avait des spécialistes, ou en tout cas des gens qui doivent s'y intéresser. Et notamment les nouvelles gares. Toutes les nouvelles gares en fait doivent être bimisées entre guillemets parce que ça évolue tellement. On a eu ça sur EDF aussi, sur des structures plus petites. Et en fait, on se rend compte globalement, le BIM effectivement, il y a plusieurs impacts en amont, pendant et autres, mais c'est juste la digitalisation de tout ce qu'on fait. Et c'est une norme, mais ce serait plutôt de dire la digitalisation tout court en fait. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui avaient plus de retard. Et le BIM va peut-être faire accélérer ce retard, on va dire, de digitalisation. Mais par contre, ça va engendrer plein de changements autour aussi. D'accord, merci. Maintenant, on va parler un peu des personnes qui travaillent vraiment dans les entreprises. Notamment, on va parler de la parité, parce que c'est un des fils rouges du Forum Made in Job. Est-ce que vous pourriez nous donner chacun un peu votre vision de ce métier autour du BIM, de la construction? Est-ce que aujourd'hui, on est presque en parité, 2 sur 5, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une difficulté pour les femmes d'accéder à ces métiers de la construction? Est-ce qu'avec le BIM, ça a changé ou au contraire, est-ce que ça a aggravé les disparités? Comme vous voulez. Honneur aux dames. La première à donner une réponse. Si tu veux, j'y vais. En termes de parité, je crois que ça va être à l'image du monde de la construction et du monde de l'informatique. Donc avec une mixité de ces deux secteurs. Mais je pense que c'est une vraie occasion en fait, de faire émerger que ce soit des femmes ou des hommes qui sont empreints de curiosité et qui seront habiles dans l'utilisation de leurs compétences. Donc je pense que c'est une vraie opportunité pour les femmes. Je pense qu'il y a encore quand même beaucoup d'hommes dans le milieu. Quand on fait des réunions de chantier, je suis souvent la seule fille autour de la table, maximum on est 2. Mais je pense que ça a vocation à se féminiser. C'est un milieu qui est passionnant, on apprend beaucoup de choses. Les hommes, ils sont bienveillants, c'est possible. Pas de harcèlement. On n'a pas que des machistes. Et chez Constructa, pour le coup, ici à Tel, vraiment, je crois qu'on est quasiment 50-50. La parité est assez bien respectée. Et non, je pense que c'est un milieu qui a vocation à se féminiser. Et j'ai souvent entendu dire de la part des chefs de chantier, des conducteurs travaux, on aime bien travailler avec des femmes, l'approche elle est différente, le dialogue est différent et c'est constructif. Donc c'est plutôt bon signe dans le monde de la construction. Grégoire Cousin, un mot à dire là-dessus? Oui, brièvement, ça dépend des secteurs d'activité autour de l'immobilier. C'est sûr que sur les chantiers, c'est plus compliqué. Chez un promoteur aujourd'hui, effectivement, chez Constructa, il y a quasiment la parité, même si c'est un peu faux. Si je regarde au conseil d'administration, je pense qu'il y a 2 femmes sur 15 hommes. Donc, c'est une fausse parité, quoi. Mais par contre, effectivement, moi, à titre personnel, en tout cas, quand je regarde les recrutements qu'on a fait, j'ai recruté autant de femmes que d'hommes. Et en général, chez les jeunes, et notamment les femmes, il y a une sorte de maturité un peu même de rigueur dont on a besoin, etc., qui marche bien. Et donc voilà, je pense que la parité a toutes ses chances. J'espère. D'accord, merci. Vincent, Oui, je pense que la digitalisation, même si c'est l'informatique, le bâtiment, en fait, on se rend compte que la digitalisation, c'est surtout est-ce que les humains soient plus agiles. Et je pense que ça va, et on le voit déjà sur certains secteurs d'activité, notamment dans les créatrices de start-up, des chefs d'entreprise qu'on avait beaucoup moins avant. On se rend compte qu'en fait, globalement, le numérique il est là pour augmenter
et industrialiser les travaux à faible valeur ajoutée et de se concentrer sur la forte valeur. Et là, globalement, moi qui travaille avec beaucoup de femmes, on se rend compte que finalement, les endroits où on digitalise pas mal et on est très agile, en fait, finalement, il n'y a pas de souci de parité, en fait, que ce soit un homme ou une femme, on ne regarde plus. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité selon le métier. Hein. Si on prend la com, il n'y a pas beaucoup d'hommes non plus. Hein, Je confirme. Donc c'est en train de changer tout ça grâce à la digitalisation. Ok, donc on a bien compris, ça va dans le bon sens, mesdames, tentez votre chance. Maintenant, on va passer aux questions du public. Peut-être y a-t-il des questions? Apparemment. Ah. Attendez. Juste une sur l'utilisation du BIM sur l'immeuble Quanta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça a apporté et quels sont les résultats? Donc l'immeuble, en tout cas ce qu'a voulu Kevin Polidi, c'est un immeuble qui est un peu un prototype sur bien des aspects, même si chaque projet immobilier en fait est un peu un prototype. C'est un immeuble sur lequel Jaguar Network et Kevin Polidi a voulu implémenter tout son savoir-faire en termes de gestion intelligente du bâtiment, et donc de créer un immeuble qui serait totalement connecté, qui fera aussi un peu de machine learning, c'est-à-dire qui va apprendre le matin, qui va comprendre l'heure à laquelle vous arrivez de façon un peu plus pour optimiser les consommations énergétiques, etc. Et donc c'est le premier aspect qui faisait que en fait cette infrastructure de gestion technique du bâtiment et d'objets connectés, elle prenait tout son sens dans cette maquette numérique pour en faire à terme en fait un outil, je dirais pas comme dans les films où on peut voir les trucs en 3D, on voit les portes qui s'ouvrent, etc. Mais quasiment, c'est-à-dire vraiment d'avoir à disposition toutes les données autour du bâtiment sur la performance des plafonds rayonnants, la gestion des vannes, et donc voilà, c'est le besoin, en tout cas le besoin principal de Kevin Polidi, c'était ça, sans forcément, comme je l'ai dit au début, avoir les réponses à tout, c'est-à-dire que lui, il était dans la démarche en se disant faut le faire. Donc pour ça aussi, on a été assisté par l'entreprise Faya, qui a en son sein une structure qui est sachante sur le BIM et qui a un vrai savoir-faire. Il a aussi, lui, une volonté d'avoir un coût d'exploitation sur l'immeuble qui soit le plus réduit possible. Je dis pas nul, mais quasi nul. Et donc, de pouvoir, avec cette maquette, comprendre où étaient les postes d'exploitation qui seraient les plus coûteux, et de pouvoir vraiment faire un retour d'expérience sur le projet. Et puis encore une fois, c'est Kevin Polidi qui est un membre actif de la French Tech. Ça aurait paru complètement débile qu'il ne le fasse pas, lui en tout cas, qui est actif. Donc voilà, il y avait tous ces paramètres. Il y en a sûrement d'autres. Peut-être que lui le dirait différemment que moi. Et puis Caroline, tu veux peut-être compléter? Je voulais ajouter sur Quanta, en lien avec la maquette BIM et le bâtiment connecté. En fait, il n'y a pas que la conception, il y a aussi l'usage et donc l'exploitation. C'est pour ça qu'en parallèle, il y a une application propre qui a été développée, une application Quanta, qui est reliée à cette GTB. Donc en fait, l'utilisateur lambda qui est dans son bureau, qui a son poste de marketing, il peut contrôler son store, il peut contrôler sa lumière, il peut voir son utilisation, son usage. C'est vraiment un bâtiment tout connecté. Voilà l'exemple type, et ça a aussi une touche environnementale. J'ouvre ma fenêtre, il y a un détecteur, ça le capte, ça coupe le chauffage, ça informe le système et ça régule de manière permanente. Voilà. Merci. D'autres questions? Non, alors j'aurais peut-être d'autres questions. Vous, quand vous travaillez Constructa, donc sur vos autres projets, quand vous travaillez avec le client, est-ce que c'est vous qui proposez donc les nouvelles solutions, lui donnant des exemples, comme vous avez travaillé par exemple avec Quanta, vous allez voir le client en disant on peut faire ça, ou est-ce que vous attendez quand même la demande, vous collez à la demande? Est-ce que vous êtes plutôt moteur ou pas passif, mais en tout cas vous préférez coller à la demande du client?
Alors oui, on est moteur, bien évidemment. Il faut savoir qu'en gros, les 90% de notre activité, c'est du logement, du résidentiel. Donc aujourd'hui, en fait, quand on développe des logements, on n'a pas encore de clients, puisqu'en fait, contrairement à l'immobilier tertiaire, où on développe des projets pour des clients, là, les clients n'existent pas encore. Par contre, aujourd'hui, le marché, bien évidemment, veut que ces logements, ils soient, je vais dire un truc has-been, mais 2.0. Donc, mais connectés. Alors, tout le monde en parle, peu le font, parce que c'est pas encore hyper industrialisé et hyper au point. Mais donc, d'ailleurs, les opérations de logement, c'est encore quelque chose qui n'est pas très BIM, puisque l'exploitation dans le logement, les gens s'en foutent. Il faut savoir que le marché du logement, c'est quasiment 70% de défiscalisation, donc d'investissement. Donc les gens qui achètent des appartements ne sont pas ceux qui vont y vivre. Donc la façon dont ça va être exploité, assez bizarrement, ils s'en soucient peu. Donc, et le BIM, les projets de BIM sont surtout dans le tertiaire, le tertiaire au sens large, les bâtiments administratifs, etc. Donc là, effectivement, on doit apporter de l'innovation. Les immeubles comme Quanta, nous permettent d'apporter énormément d'innovation, puisque avec Kevin Polizzi, on a monté cette application via une société commune, Constructa et Jaguar Network, avec pour but d'en faire un peu la couche de base de tous nos projets, et que chaque projet, on est en train de l'implémenter sur la Marseillaise de Jean Nouvel, chaque projet puisse avoir son application connectée où je réserve la salle de sport, ce que je veux manger à midi, et faire du foot dans le parking, et puis et commander ma clim, mes stores, ma lumière, etc. Voilà. J'aurais une autre question pour Vincent Richer, enfin pour vous tous évidemment. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'industrie qui venait finalement au BIM, qui s'intéressait à cette nouvelle manière de travailler. Donc concrètement, demain, c'est quoi? C'est dans les process industriels qu'on va retrouver ces outils? C'est dans la construction des usines uniquement? Jusqu'où ça peut aller? En fait, comme on l'a expliqué sur le bâtiment, au démarrage, le BIM, c'est pour la construction, mais en fait, c'est pour l'utilisation. On va faire simple. À Marseille, c'est une ville très hétéroclite, avec beaucoup de constructions. Si on prend l'exemple de Euroméditerranée, vous prenez un lampadaire, il est récent, vous faites quelques mètres, vous passez dans les anciens quartiers, vous avez un autre lampadaire. Donc une entreprise qui ferait la maintenance de ces lampadaires, si on fait tout le tour de Marseille, il n'y a aucun technicien qui est capable de maîtriser l'ensemble des process de maintenance de ces lampadaires. Donc globalement, dans l'industrie, ça va être effectivement de permettre la construction, de pouvoir aller plus loin dans les matières, dans les techniques, mais ça va être aussi d'avoir cet objet-là et globalement de pouvoir l'utiliser. On détourne actuellement tout ça, c'est-à-dire que les objets ne sont pas connectés, on y rajoute des QR codes ou des moyens du RFID pour communiquer avec lui. À terme, le BIM va permettre d'intégrer tout ça à l'intérieur. Et donc en fait, le lampadaire, dans peu de temps, sera tout de suite intégré et tout de suite connecté. Alors qu'aujourd'hui, on y rajoute des éléments pour pouvoir communiquer avec les personnes qui veulent dialoguer avec lui. Donc c'est ça, en fait, c'est juste se dire que tout ce qu'on produit, on produit des tonnes de bases de données qui vont échanger, et donc c'est pour permettre à chacun, dans l'utilisation, dans la construction, dans la maintenance, et dans l'utilisation, ça peut être très bien de se dire, dans les rues, on illumine des rues, il n'y a personne. Globalement, si on nous détecte en localisant, on pourra allumer la rue pour une personne et la rééteindre juste derrière. Donc voilà, on est sur des usages qui sont entre guillemets infinis. Maintenant, c'est de la maîtrise des données. Si on prend juste l'exemple de deux activités qui sont très bonnes en collecte de données, qui sont les banques et les supermarchés avec leurs cartes de fidélité. À l'heure d'aujourd'hui, elles utilisent rien du tout de ces données-là, alors qu'elles sont capables de, en tout cas sur la carte bleue, de reproduire notre vie, de savoir nos usages et qu'est-ce qu'on voudrait avoir. Parce que globalement, ils connaissent tout de nous. Voilà, donc on est dans un monde qui arrive et qui va permettre d'avoir un moment de progrès dans tous les sens du terme. Donc il va falloir apprendre à gérer toutes ces données, les utiliser à bon escient, parce que ça pose des questions éthiques, comme vous disiez. Mais c'est des questions éthiques. Je prends toujours l'exemple, quand on parle d'objets connectés, de RFID à la coque, on me dit toujours, oui, mais on va être fliqué. On prend juste l'exemple, qui c'est qui n'utilise pas son smartphone pour être guidé? Déjà, on a accepté d'être localisé juste pour ça. Donc globalement, le digital, oui, il y a peut-être des concessions à avoir. Enfin, il y a quand même des réglementations, on n'a pas le droit de tout utiliser en termes de données. Par contre,
une donnée même non nommée, c'est-à-dire sans lien avec un nom et un prénom, permet d'améliorer des process, des usages dans différents mondes. Et notamment, si on prend la rue avec le lampadaire, on s'en fout de savoir si c'est Vincent Richer qui arrive dans la rue. Ce qu'il veut, c'est avoir la lumière. Et on allumera la lumière parce qu'on détectera qu'il y a un objet qui passe. Voilà. Candice, j'aimerais savoir si vous anticipez un peu cette généralisation du numérique, des outils BIM pour d'autres secteurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer votre application qui évolue pour pouvoir avoir des usages différents? Est-ce que vous y pensez déjà? Dans un premier temps, non, mais on va pouvoir permettre l'utilisation de Dabox ou d'une solution dédiée à d'autres secteurs, comme tout ce qui requiert en fait de la modélisation 3D, que ce soit l'ameublement, les projets industriels, la mécanique. Mais ça existe, ils ont déjà des outils, on va dire ça comme ça. Et nous, après, dans notre roadmap, on est dans un esprit d'ouverture en fait à d'autres solutions, notamment pour des systèmes de gestion de techniques de bâtiment, gestion patrimoniale ou l'IoT, voilà, ou d'autres éléments. Donc, on est plutôt dans un état d'ouverture et d'interconnexion avec d'autres solutions. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de chantiers aujourd'hui chez Engie qui utilisent complètement, les plus modernes on va dire, qui utilisent le plus de BIM possible? Est-ce qu'on n'a pas parlé finalement d'exemples concrets? Alors, le plus de BIM possible, c'est difficile à dire. En fait, on livre actuellement des bâtiments qui seront en ce qu'on appelle en BIM exploitation maintenance. Donc on a un IUT à Roubaix, on a une piscine à Aix, à côté d'ici. On a fait un campus pour Thales, mais en fait il y a autant de BIM exploitation différents que de projets qu'on a livrés. C'est-à-dire que les personnes qui nous ont fait confiance et avec qui on a travaillé n'ont pas forcément le même profil et pas forcément la même volonté. Et tout à l'heure on parlait un petit peu d'industrie, c'est la même chose pour l'industrie. Un industriel, ce qui l'importe c'est son process, parce que c'est ce qui lui fait gagner de l'argent. Et autour d'un projet BIM pour un industriel, on va travailler sur comment finalement je maximise le process. Donc en fait son bâtiment c'est plus un support à est-ce que je peux rentrer des machines, produire plus pour gagner plus finalement. Donc on n'a pas vraiment un projet emblématique, on en a plusieurs, donc la piscine, l'IUT, le campus, qui ont des fonctions différentes et à qui on rend des services différents. Et globalement, le BIM a apporté des solutions aux utilisateurs finaux du bâtiment ou des services spécifiques, comme on disait tout à l'heure par rapport à de la domotique ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas un projet phare, on a plusieurs références, on sait s'adapter. Et aujourd'hui, le BIM, dans la livraison, c'est encore un peu du produit à la carte. D'accord. Merci, ce sera le mot de la fin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence. Merci à tous.